Les mecs, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur le Real Madrid. La trêve est enfin terminée. Maintenant, on passe au run final de cette saison 2024-2025, de cette saison de club de football, des 5 grands championnats majeurs et de la Ligue des Champions, évidemment, la Ligue Europa aussi, et potentiellement la fin de la Ligue 1 et le début de la Ligue 2 pour la Saint-Etienne. Mais plus sérieusement, aujourd'hui, on va parler du Real Madrid, évidemment. Je l'avais dit depuis plusieurs jours, je voulais faire ce bilan de la trêve parce que ça fait 5 mois qu'on n'a pas eu de trêve, donc je me suis dit voilà, faire un bilan de ce que tous les joueurs du Real Madrid ont donné. Il me semble qu'il y a eu 16 joueurs qui sont partis dans ce rassemblement et seulement 4 ou 5, je crois que c'est que les latéraux qui ne sont pas partis, dont Fran Garcia, dont Ferland Mendy, donc Carvajal qui est blessé, etc. Lucas Vazquez aussi qui n'est pas parti. Sinon, tous les joueurs de champ quasiment sont tous partis. Hendrix n'aurait pas dû partir, mais Neymar étant blessé à un moment donné au début de la sélection, c'est Hendrix qui a pris sa place. Donc ouais, des joueurs qui avaient pour certains des rôles prépondérants dans leurs équipes. Je pense évidemment à quasiment la totalité de l'effectif, mais certains joueurs qui n'ont quasiment joué aucune minute, d'autres qui ont joué qu'une mi-temps, etc. Il y avait beaucoup d'enjeux pour ces équipes parce qu'il y a les qualifications pour la Coupe du Monde côté de la zone Amérique du Sud, aussi de la zone africaine. Il y avait aussi du côté européen pour un seul joueur qui est Bellingham avec l'Angleterre. Il y avait les demi-finales, enfin les quarts de finale pardon, de la Nations League pour l'Espagne, pour l'Allemagne, pour la Croatie, pour la France, qui du coup on a quand même beaucoup de joueurs qui vont partir de ces nations. Donc c'est vrai que c'était une trêve où, en fin de saison comme ça, à un moment donné, enfin milieu de saison, milieu fin de saison, ça peut laisser des traces. On a eu de la chance, aucun blessé à notifier. J'ai vu une information qu'on voit Courtois serait légèrement touché. On espère que c'est pas trop grave. Le 23, il y avait déjà 10 joueurs qui avaient terminé la trêve, tous les Européens, etc. Le 26, il y avait les Sud-Américains. Il y avait aussi Brahim qui a joué, si je ne me trompe pas, et Jude Bellingham avec l'Angleterre aussi. Donc là, les Sud-Américains, c'est vraiment les derniers à avoir terminé. Les Hendrix, les Valverde, les Vinicius, Rodrigo, etc. Donc ouais, on va commencer tout de suite avec nos deux gardiens qui sont partis dans cette trêve internationale. Évidemment, André Lounine et Thibaut Courtois, ça tombe bien parce que les deux se sont joués contre pour les relégations de la Nations League et les promotions zone A, enfin groupe A, groupe B. Ukraine-Belgique, c'est la Belgique qui s'est imposée dans cette double confrontation. Pourtant, l'Ukraine avait bien commencé avec une victoire 3-1, avec un Lunin qui prend 4 frappes cadrées, qui en encaisse qu'un seul, et avec une quinzaine de dégagements balle au pied. Donc son jeu au pied a été utile pour le match aller, sachant qu'ils ont beaucoup dominé et qu'ils ont remporté ce match 3-1. Au retour, ça a été un petit peu plus compliqué. Courtois, match aller, il prend 7 frappes cadrées, il en encaisse 3, donc il en sort 4. Mais honnêtement, il n'est pas aidé avec une défense belge, avec Rudy Garcia sur le banc en première sélection, le premier groupe qu'il a eu à gérer aujourd'hui, ou plutôt dans cette trêve internationale. Défensivement, Courtois n'était pas aidé parce que il prend des buts certes, mais la deuxième mi-temps, le début deuxième, erreur individuelle de De Winter qui fait n'importe quoi. Et après, bon, les deux autres buts de l'Ukraine sont magnifiquement bien construits. C'est quasiment des buts quasiment impossibles à arrêter pour un gardien parce que c'est dans tes 5,50, c'est trop dur, c'est balle à terre, c'est limite des buts PES, donc c'est compliqué d'interposer. C'était un peu plus compliqué du coup pour Andrei Lunin au retour et pour toute l'Ukraine qui ont vraiment fait un non-match, qui n'ont vraiment pas été bons du tout. Je pense qu'ils ont eu la pression du résultat, de s'être imposé à l'aller. Ils ont plus joué défensif, ils ont seulement cadré 2 frappes lors du match retour. Ils prennent 6 frappes cadrées, lui il en sort 3. Il y a des grosses parades, notamment en première mi-temps, qui permettent de les tenir à flot sur des frappes dangereuses, sur un corner à un moment donné. Lunin fait un gros match, une grosse première mi-temps. Il prend aucun but. Jusqu'à la 70e minute, l'Ukraine tient ses 2 buts d'avance. Et ils ont totalement craqué à 70e minute. Grosse domination de la Belgique qui pousse avec un but incroyable de Lukaku. Un retour acrobatique, je crois que c'était pour le deuxième but, mais un retour acrobatique incroyable. Ça marque. Et sur le troisième but, malheureusement, Lunin, il peut sûrement faire un peu mieux, mais là, son équipe coule totalement. L'Ukraine a sombré en 20 minutes. C'est a pris 3 buts, défaite 3-0 match retour, avec le but marqué à l'aller, ça fait 4-1 cumulé pour la Belgique, 4-3 cumulé Belgique-Ukraine. Du coup, c'est la Belgique qui iront en zone A et l'Ukraine qui va aller en zone B de la Nations League. Donc, je pense que ça a été un rassemblement plutôt positif, tout pour Thibaut Courtois qui retrouve sa sélection. Pour Lunin, peut-être un peu plus timoré. On sait qu'il est en concurrence avec Troubine, qui est aussi un assez bon gardien. Donc la concurrence va être féroce pour lui. Donc on espère que les deux ne vont pas revenir au Real Madrid. J'ai dit que Courtois est un peu blessé. On espère qu'il ne sera pas trop grave. On espère que Lunin sera toujours concerné pour le Real Madrid. Il a prolongé, il me semble. Donc on verra s'il est toujours concerné, s'il en a besoin de lui à un moment donné. Pour ce qui est de nos défenseurs, on a David Alaba qui retrouve la sélection après vraiment plusieurs mois, limite pas années. Mais quand il était blessé, du coup, il n'y est pas allé. Il a joué 90 minutes le premier match et 16 minutes sur le deuxième match. C'était un match contre l'Autriche, non, contre la Serbie pour les relégations, comme l'Ukraine-Belgique pour les promotions. Malheureusement, l'Autriche a perdu. Je crois que les deux matchs, ils font un partout au premier match. Et ils perdent 3-1 au deuxième match. Franchement, ils étaient assez solides sur le premier match. Ils jouent tout le match. Ils prennent un but sur leur seule frappe cadrée que l'Autriche subit. Il a été très bon balle au pied. Il s'est beaucoup projeté. Il a été vraiment balle au pied utile. Il était vraiment, on le sait que c'est un joueur qui est en Autriche, notamment les gros joueurs de sélection,
ils ont de gros dépassements de fonction et lui, c'est ce qu'il a avec l'Autriche. Il a touché beaucoup de ballons, il a essayé de projeter ses coéquipiers, mais bon, c'était compliqué pour l'Autriche ce rassemblement. Ils perdent 1-0 premier match, si je ne me trompe pas, ou ils font 1 premier match et ils perdent 3-1 sur les deux matchs. Donc je crois qu'ils perdent 2-0. Ils prennent un rouge pour le deuxième match. Ils n'ont vraiment pas été bons. Il a joué que 16 minutes dans le deuxième match. Donc voilà, c'est un retour en sélection un peu plus compliqué pour lui avec une défaite au compteur. Mais bon, il ne faut pas non plus qu'il se peigne trop par rapport à ça. Il reprend des jambes avec le Real Madrid en sélection aussi, même si dans la concurrence maintenant derrière Rudiger et Asensio, il faudra qu'il continue à revenir en forme petit à petit pour vraiment essayer d'être impactant cette fin de saison dans ses entrées et aussi début de la saison prochaine si on le garde, rester concerné dans le projet du Real Madrid pour la saison prochaine. On va passer à Antonio Rudiger, le gros choc contre l'Italie pour les quarts de Nations League. Il a joué 90 minutes et 77 minutes. Honnêtement, je n'ai pas vu les matchs de l'Allemagne, donc je ne vais pas me prononcer plus sur son niveau. J'ai vu qu'il s'est qualifié. Sur les 5 buts au total que l'Allemagne encaisse, j'ai vraiment pas l'impression qu'il n'est pas impliqué du tout. Négativement, il y a Modèle Tanta qui fait n'importe quoi. Moïse Kean, Italie qui monte en puissance lors du match retour. Donc je ne pense pas que les buts soient pour lui. L'Allemagne se qualifie. Il fait en demi-finale contre le Portugal. C'est un gros match là contre des gros attaquants et un gros effectif en face du Portugal. Donc ça sera à eux d'être bons. Je pense que Rudiger, c'est pas un mec. J'aurais aimé qu'il se repose un petit peu plus. Parce que tu vois qu'il joue quasiment toutes les totalités des minutes. Il joue seulement pas 15 minutes. Donc j'aurais aimé qu'il voilà, doucement un peu avec lui. On sait qu'il joue beaucoup, qu'il s'est un peu pété cette saison. C'est logique avec le rythme et les minutes qu'il a. Il faut qu'on essaie de le préserver un maximum au Real Madrid, même si là on arrive dans un calendrier qui est très 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 chargé côté Real Madrid. On va passer à l'autre défenseur. Ma petite déception, c'est Raúl Asensio qui n'a même pas été convoqué. Enfin, c'est la première sélection avec l'équipe espagnole parce qu'ils ont dû pallier à des blessures. Il n'a même pas été convoqué pour le premier match. Donc, c'est-à-dire qu'il n'était même pas sur le banc pour les premiers matchs contre les Pays-Bas pour les quarts de finale de la Nations League. Il n'était même pas là. Match retour. Il est sur le banc et c'est Dean Huijsen qui est préféré à lui en tant que titulaire avec la blessure de Robin Lenormand. Malheureusement, il n'a joué aucune minute, mais bon, ça reste une première sélection forcément mauvaise parce que, enfin, pas mauvaise, mais dans le sens où il ne joue pas, il prend pas de minutes, il prend pas forcément d'expérience, il peut pas se dire, il était dans le groupe certes, mais il peut pas se dire, voilà, j'ai fait ma première sélection, voilà, c'est un début qui est timoré, mais bon, je ne doute pas qu'il va monter en puissance au fil des saisons, au fil des années, parce que je pense que ça peut être un pilier en défense centrale avec Hussein ou avec Koubarsi, avec l'expérience de Nico Martinez, etc. Ça peut être une défense vraiment très très redoutable. Jimmy Hussein, on espère évidemment qu'il viendra au Real Madrid. Évidemment, ça serait à côté espagnol encore. Ça serait un joueur qui est très très fort, un joueur qui a beaucoup de talent et qui a une marge de progression qui a l'air franchement intéressante. Donc ouais, Asensio au moins, il s'épuise pas, il joue pas de minutes, il est tranquille, il va revenir au Real Madrid en pleine forme comme il est parti. C'est terminé pour les défenseurs. On passe du coup au milieu de terrain avec Jude Bellingham. L'Angleterre était la seule grosse nation en Europe en tout cas à participer au qualif de la Coupe du Monde parce que les équipes Espagne, Italie, France, etc. participaient tous aux Nations League. Donc l'Allemagne était, enfin l'Angleterre était la seule. Tu mets la Pologne si tu veux, mais c'était vraiment une des seules, si ce n'est la seule grosse équipe chapeau 1 d'Europe à jouer les qualifs pour cette Coupe du Monde contre l'Albanie et contre la Lettonie. Autant dire que le groupe était vraiment très très faible. Ils se sont imposés sur les deux matchs avec beaucoup de facilité. Bellingham fait un super premier match contre l'Albanie où il joue, je crois qu'il doit jouer la quasi-totalité des minutes. Je crois qu'il joue toutes les minutes. C'est lui qui est sur la passe décisive sur Lewis Kelly, une passe somptueuse qui élimine 5 joueurs, une passe clé, cachée, tout ce que tu veux. Tu appelles ça comme tu veux, une passe laser incroyable, bras de terre qui défie tous les défenseurs. Sur Lewis Kelly qui marque son premier but de sa jeune carrière, sélectionné aussi pour la première fois en Angleterre, qui marque un but magnifique avec une action qui était très très belle. Il a été très très fort, il cadre deux frappes, il s'est beaucoup montré offensivement, méga dangereux. À un moment donné, la tête plongeante qu'il met, elle est magnifique sur corner, il a gagné. C'est le joueur qui a gagné le plus de duels neufs, de passes clés, 91% de passes réussies, de dribbles réussis. Sur 3, un énorme match de sa part sur le match aller. Le match retour, il reste aussi titulaire. Grosse domination de l'Angleterre, il a vraiment beaucoup tiré. C'était un match beaucoup plus ouvert que contre l'Albanie. Contre la Lettonie, il gagne 3-0, mais il termine avec 3,5 anti-J, une vingtaine, je crois même quasiment 27 frappes, 30 frappes. L'Angleterre aurait pu viser beaucoup plus fort. Une énorme domination. Je crois que la Lettonie ne cadre même pas une frappe. Donc ouais, il est sorti à la 67e minute. Il a créé du gros danger. 4 passes clés. Une grosse occasion de son côté gauche à un moment donné. Il a eu beaucoup de mouvements. Tout comme les offensives de l'Angleterre qui ont été très fortes lors de ces deux matchs contre des équipes vraiment très très inférieures. Donc voilà, l'Angleterre s'est imposée sans forcer, à l'image d'un Bellingham qui sans trop forcer, sans trop se fatiguer, en jouant quand même beaucoup de minutes. Il a été sorti à la 67e minute.
du deuxième match. Il a joué toutes les minutes du premier match, donc on espère qu'il reviendra en forme. On continue avec les milieux de terrain. Évidemment, Kama, Tchouaméni, Modric, les trois se sont affrontés pour les comptes, encore une fois, des quarts de finale de la Nations League entre la France et la Croatie. On a eu un Kamavinga qui a seulement joué, et c'est un petit peu ma déception, 40 minutes sur les 200 possibles, donc 16 je crois en prolongation, une douzaine lors du premier match. Il a fait une très bonne entrée sur le premier match. Sur le premier match, pour moi, il a fait une très très bonne entrée. Il a joué 30 minutes, 4 passes D, enfin 4 passes clés, 4 passes vers l'avant qui sont impactantes. 3 duels remportés. Il a amené de l'impact et du tonus dans ce milieu de terrain. Il a essayé de mettre le pied. C'était un petit peu trop pour se montrer. Dans le deuxième match, malheureusement, il touche que 15 ballons. Il est rentré à la 106e minute. Mais par contre, c'est ça qu'on pourrait lier à Kamavinga, c'est que beaucoup de gens s'étonnent de pourquoi il n'est pas titulaire en équipe de France. Moi, ça ne m'a pas choqué parce que Kamavinga, cette saison avec le Real Madrid en tant que titulaire, c'était une catastrophe contre toutes les grosses équipes. Quand il est rentré, il a toujours été bon, il a toujours été impactant, limite meilleur quand il rentrait. On espère que cette saison, en tout cas, moi j'espère que cette saison, ça sera un cap pour Kamavinga, du sens où il y a déjà 2 3 ans, ses entrées sont très impactantes contre City quand il trouve les pas décisifs. Il rapporte vraiment de l'impact, du tonus, balle au pied. Un joueur qui a pas peur de se projeter, qui est solide défensivement, qui a un couteau suisse, qui peut jouer partout. Et je me suis dit, allez, là, c'est la saison de la confirmation. Après 2 3 saisons au Real Madrid, c'est la saison où là, il doit s'imposer comme un titulaire sans Toni Kroos. En plus, tu as vraiment de la place. Et au final, il n'a pas su répondre à mes attentes, même si c'est aussi une grosse blessure contre l'Atalanta. Enfin, avant l'Atalanta, qui ne rajoute pas, ce qui n'est pas dans son cas. Ceballos est venu monter en puissance et lui a piqué sa place, clairement. Donc, moi, ça m'a pas choqué que Didier Deschamps le mette en tant que remplaçant, que super sub, qui est très impactant. On a vu son entrée pendant le deuxième match, il donne un bon ballon à Mbappé, on donné dans le dos, une bonne combinaison avec, je crois, Désiré Doué ou Warren. Il a mis superment une belle louche magnifique, même pas, je crois que c'est une remise pied droit. Mbappé met la demi-volée parfaite. Et c'était pas la seule fois. Ils sont beaucoup trouvés dans ce match quand il est rentré. Kama a joué 15 ballons et je pense qu'il doit faire 3 ou 4 belles passes pour Mbappé qui doit terminer en frappe cadrée. Donc son entrée et ses entrées sont toujours impactantes. Quand il rentre, tu sais qu'il rentre pas pour rien. J'aurais aimé le voir un peu plus en tant que titulaire, mais ça me choque pas du tout qu'il ait joué. Et ça m'arrange qu'il n'ait pas beaucoup joué dans cette trêve internationale. Comme ça, il peut se reposer un maximum pour aller au Real Madrid et essayer de se montrer soit à gauche, soit au milieu de terrain et un peu partout parce qu'on espère qu'il va monter en puissance. Pour ce qui est de l'autre milieu de terrain, Tchouaméni, en parlant d'un mec qui est monté en puissance, Tchouaméni c'est fort depuis un mois et demi, il est très fort. Premier match, ça a été un peu plus compliqué, tout comme le milieu de terrain de l'équipe de France qui manque de créativité. Lui, il a été de remplir son rôle défensivement, il a été assez solide. Mais par contre, le deuxième match, c'est un super match monstrueux. 15 récupérations, 92 passes réussies sur 102, 3 interceptions, 20 passes dans le dernier tir adverse. Ça a été utile dans les replis quand il passait, quand la Croatie passait, quand il passait le rideau avec Barcola, Dembélé, Mbappé, etc. T'avais Tchouaméni qui rôdait autour et qui ratissait tous les ballons. Il a mis le pied souvent, a couvert toutes les brèches. Il a été très très fort, même dans le bal, même balle au pied. Il a trouvé à un moment donné des renversements côté gauche, côté droit, ce que je disais lors du premier match. Ça a été vraiment un superbe rassemblement, surtout un superbe deuxième match pour Tchouaméni qui s'impose comme un titulaire indiscutable au Real Madrid et en équipe de France à l'heure actuelle. On espère que ça va continuer. Il a joué toutes les minutes, donc on espère qu'il ne sera pas trop fatigué. J'ai quand même peur parce que le championnat quand même reprend assez vite, hein. Il reprend dès samedi à 21h contre les Leganés si je ne me trompe pas. T'as mardi, t'as la Sociedad. Bref, on sait que là, ça va être des matchs qui vont être tous les 3 jours. On enlève toutes les compétitions malheureusement, ou encore heureusement plutôt parce qu'on peut prétendre à être champion sur tous les terrains. Mais dans les organismes, ça va vraiment tirer, ça va vraiment commencer. Ça joue que la saison avec la Nations League, justement, là pour Tchouaméni, Kama, ils se sont imposés. Pour Asensio, ça s'est imposé. Ils vont, même Rudiger, à la ça s'est imposé. Ils vont aller jusque le début juin. Je vous mets le calendrier, mais ils vont aller méga long. La saison va se terminer superbe dans longtemps. Enfin, ça va être vraiment folklorique. À suivre, ça va être vraiment très folklorique. Et pour finir, pour le milieu de terrain, ou plutôt pour France-Croatie, Modric qui fait un très gros match. Le premier match qui fait magnifique. La Croatie s'impose 2-0, si je ne me trompe pas, 2-0. Gros maintenu l'activité, balle au pied, c'était lui le jeune, c'était lui qui avait 22 ans. Non, 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 il avait 40 ans et au final, c'était lui qui a appris le football avec Kovacic. On est ressorti de bas, c'était très bon. Le deuxième match était plus compliqué parce que la Croatie a énormément subi, s'est fait énormément dominer, que très peu d'occasions. Je crois que même pas si, je sais même pas s'il cadre une frappe. Non, il cadre même pas une frappe lors du deuxième match. Il a essayé d'apporter par sa qualité de balle et de relance, a essayé de projeter ses attaquants, mais ça a été trop compliqué pour Modric. C'est dommage pour lui qui se fait éliminer. Heureux pour nous parce que la France se qualifie. Modric, décidément, n'aura jamais aucun trophée avec la Croatie. C'est dommage parce que la Nations League, nous, on la sous-cote un petit peu. Mais je pense que côté Modric, côté Croatie, je pense que eux vraiment, ils vendraient beaucoup de choses pour avoir cette Nations League qui est un trophée qui est certes mineur, mais pour compenser la Croatie, comment elle est, l'âge doré de la Croatie. Honnêtement, j'aurais aimé à un moment donné voir Modric soulever un trophée avec sa sélection. On sait qu'ils ont souvent terminé en finale, en demi, etc. C'est un peu plus compliqué. Donc, c'est vrai que collectivement, c'était compliqué pour lui, mais individuellement, franchement, il a été assez bon. Surtout en premier match, il était très très fort, le meilleur sûrement. Et le deuxième match, c'était un peu plus compliqué, mais comme tout l'ensemble de l'effectif de la Croatie. Pour ce qui est de notre milieu de terrain,
Federico Valverde, qui du coup jouait avec l'Uruguay pour les qualifs de la Coupe du Monde. Le premier match contre l'Argentine, il perd 1-0. Et sorti à la 72e minute, on l'a vu beaucoup plus haut sur le terrain. Je le parlais avec Alaba, mais les joueurs qui sont des tauliers en équipe, en équipe toute la saison, c'est des tauliers dans leur sélection. Donc, c'est des mecs qui vont prendre le lead, qui vont prendre les rênes de l'équipe et qui vont faire beaucoup de dépassements de fonction. On a vu un Valverde qui était beaucoup plus haut sur le terrain dans le dernier tiers. Il fait 11 passes, il récupère 3 ballons, une interception. Ça n'a pas été un grand match côté Uruguay. L'Argentine s'est imposée. Le deuxième match, il joue seulement la deuxième mi-temps. C'était méga compliqué face à une équipe de la Bolivie avec 0 frappe cadrée et 15 pauvres ballons touchés pour Valverde. Un rassemblement à oublier. J'ai l'impression que Marcelo Bielsa n'arrive pas à faire de son Uruguay. C'est une victoire, 6 nuls et 2 défaites sur les 9 derniers matchs. Sur les 9 derniers matchs, pardon. L'Uruguay, il me semble qu'ils doivent être troisième ou quatrième de cette phase de qualification pour la Coupe du Monde. Je pense qu'ils se qualifieront sans aucun problème parce qu'ils ont été très bons lors de la première phase. Mais là, c'est vrai que ça coince un petit peu. Ils ont du mal à jouer leur football parce que quand tu perds contre une Bolivie qui est certes dans le top 4 ou top 5, tu te dois de faire beaucoup mieux avec les joueurs que tu as, même si défensivement c'est quand même méga léger, tu as quand même un bagage offensif, tu as quand même des joueurs qui sont assez solides, tu as Pellistri, tu as Nunez, tu as Valverde, tu as Bentancur, tu as quand même beaucoup de qualité normalement, tu as Garnacho aussi. Offensivement, ça doit quand même être beaucoup plus simple, c'est quand même beaucoup plus coulissé, ça doit vraiment beaucoup mieux marcher tout simplement. Donc on espère évidemment que Valverde va revenir en forme, solide comme tous les joueurs, il a un peu moins joué que les autres, mais bon. On sait jamais, parce qu'il joue quand même énormément. On va passer aujourd'hui du coup à Arda Güler qui s'est imposé la Turquie. Il jouait contre la Hongrie pour les qualifications, ou plutôt pour les relégations en promotion. Pour les promotions et la relégation de la Nations League, donc comme la Belgique et l'Ukraine. Ils ont gagné 6-1 en cumulé. Il n'a pas joué le premier match car il était suspendu avec trop de cartons jaunes. Je crois que la Turquie s'est imposée 3-0 à l'aller. Et au retour, ils se sont imposés 3-1 avec un but en plus tardaculaire. Il a joué 64 minutes. Il a marqué à la 61e minute avec une mini confusion entre ses deux coéquipiers. Il a passé mal assuré. Il a remis un Güler qui, tout en finesse, je crois, une touche de balle pied gauche qu'il a mis. Ça a tenté à faire toute la défense et de marquer. Ce match a évidemment fait beaucoup de bruit ce deuxième match a fait beaucoup de bruit parce qu'il y a eu de la petite embrouille avec ce boss-là qui s'est répercuté sur les réseaux. Voilà, il lui a rappelé son nombre de minutes jouées à Arda Güler. Güler s'est moqué de lui sur Insta en disant que le seul highlight et que le seul but que la seule action marquante de la Hongrie lors du match retour, c'était le commentaire Insta de Szoboszlai. Ça se charrie, c'est bon enfant, même si bon, ça s'est un peu frité sur le terrain. Au final, comme je dis toujours, les vainqueurs l'écrivent, les vaincus racontent l'histoire. Sur le but de Güler, on voit la joie de Güler et la déception de Szoboszlai qui a 0 Ligue des Champions, 0 trophée majeur avec ses équipes, seulement 2 coupes d'Angleterre avec Leipzig et peut-être un championnat avec Salzbourg si je ne me trompe pas. Güler, c'est Coupe de Turquie, c'est Liga, c'est Coupe du Roi, c'est Ligue des Champions. Bref, ça n'a rien à voir. Güler a autant de passes décisives que Szoboszlai avec moitié moins de minutes. Ça prouve le talent. Güler a 20 ans, Szoboszlai en a 24. Voilà, on va peut-être parler parce que sinon Szoboszlai, je pense qu'on va l'enterrer sous terre. En plus, il est éliminé les champions bêtement face à un Paris Saint-Germain qui était très très fort. Donc ouais, je pense que Güler, il a joué une centaine de minutes à peu près. Il a joué 90 minutes. Donc ouais, ça a été, je pense, un bon rassemblement pour lui. Non, il a joué 64 minutes, pardon. Donc il n'a pas beaucoup joué. J'aurais aimé quand même le voir beaucoup plus jouer, certes, en tant que titulaire tout le match. Le match aller, malheureusement, il était suspendu. Donc ça aurait été intéressant de le voir jouer. Qui sort de la prison, qui sort de Fox River avec le Real Madrid Ancelotti, qui ne le fait pas du tout jouer. On va passer au dernier milieu de terrain. Brahim Diaz, Maroc contre Niger, Maroc contre Tanzanie pour les qualifications en zone Afrique de cette Coupe du Monde. Il a été très 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 fort. Je pense que c'était sûrement un des joueurs qui s'est le plus illustré côté Real Madrid. Certes, c'est aussi à notifier avec la faiblesse des adversaires en face. Même si le Niger est son deuxième, en face c'est vraiment très très compliqué. En première mi-temps, contre le Niger est soporifique. Un tir du Maroc, 0 cadré, 15 fautes encaissées au total. Ils encaissent un but en plus à la 47e minute. Donc vraiment, ils ont fait une mi-temps, un premier 50 minutes cataclysmique. Mais au final, il est impliqué sur les deux buts. Le premier, c'est son centre qui amène le but de Saibari, même si c'est dévié par En-Nesyri. Je crois que le but, il est juste plus à la combienième minute. Et le deuxième but, la combinaison avec Mazraoui, elle est magnifique. C'est Mazraoui qui ensuite transmet à El Khanous et El Khanous qui termine. Le Maroc s'impose 2-1. Et ensuite, il y avait le match contre la Tanzanie, grosse domination. Là, c'était vraiment beau. C'était pas le même match contre le Niger, où c'était un peu plus serré, même s'ils avaient quand même le monopole du ballon. Le Niger s'est créé quelques occasions et a marqué en premier. Là, non. La Tanzanie, ils étaient tous derrière. C'était compliqué pour eux. 25 ballons touchés dans la surface adverse. Avec Ezat Zouile, Brahim sur les côtés, ça fait beaucoup de mal. Les centres avaient du mal à trouver preneur, mais à un moment donné, il y a tellement de ballons, il y a tellement de centres devant la cage de la Tanzanie qu'à un moment donné, ils ont forcément
dû craquer, même si à un moment donné, ça manquait quand même de danger vraiment dans le dernier tiers et dans la finition côté marocain. À un moment donné, ça a forcément dû craquer. Mais bon, là, Brahim a été mis dans tous les circuits de passe côté droit. Il était vraiment impactant, a touché beaucoup de ballons, juste techniquement. C'est vraiment un mec qui est très très fort avec le Maroc en ce moment. Depuis qu'il est sélectionné avec le Maroc, il est très très bon. C'est un mec qui aère le jeu. C'est un peu leur mini Olysée avec plus de rapidité dans les gestes et dans l'élimination et dans le dernier tiers, dans les petits espaces, qui est vraiment très 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 fort. Et il marque aussi le but sur penalty à la 58e minute. Petit filet gauche. Et je crois qu'il y avait un but avant du Maroc. Je ne sais plus qui marque, mais 10 goals assists pour lui en 8 matchs pour le Maroc. 8 buts, 2 passes D, ou plutôt en 10 matchs. C'est un très très bon ratio pour l'instant. Mais le Maroc, c'est plutôt global. Le Maroc, pour l'instant, je crois qu'ils sont. Ouais, ils sont premiers du groupe, 6 points d'avance sur le deuxième, qui est le Niger, qu'ils ont battu en plus 2-1. Le Maroc ira en Coupe du Monde sans aucun doute possible, je pense vraiment. Ils ont trop de viviers offensivement. El Khanou, Saibari, Brahim, Ezalzouli, Ben Sekir, Aminadi. Voilà, Bilal Nadir dans un moindre mesure. La défense va peut-être un peu pêcher, même si tu as Achraf Hakimi, Naïef Aguerd et peut-être Bounou aussi. Mais voilà, c'est une équipe qui est très très forte, hein. Ils sont demi-finalistes en titre. Je crois qu'ils doivent faire quart de finale de la CAN, si je ne me trompe pas, si je me rappelle bien. Donc ouais, c'est une équipe marocaine qui est très très forte, qui ne sera pas sous-estimée pour la prochaine Coupe du Monde parce qu'ils ont beaucoup 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 d'individualités très 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 fortes. On espère que ça ne sera pas trop déséquilibré non plus par ailleurs. On va terminer cette vidéo par les attaquants. Kylian Mbappé, son retour avec l'équipe de France après 5 mois, même pas, avec beaucoup plus, avec depuis qu'il est au Real Madrid sans équipe nationale. Aujourd'hui, il a joué contre la Croatie. Il a été très bon sur le premier match. Pour moi, le MVP, même si on perd de 0 côté français, c'est par lui que toutes les actions viennent. Les frappes cadrées, 6 frappes cadrées, 4 pour lui, 2 pour Dembélé. Et dans les deux de Dembélé, il y a un superbe ballon trouvé par Mbappé entre tous les défenseurs et Dembélé, fin de frappe, et c'est bloqué, etc. Mais Mbappé a vraiment eu les plus grosses occasions. Balle au pied, il a essayé de décrocher ce que Dembélé devait faire, mais ne l'a pas forcément fait. Et là, il n'a pas dézonné pour dézoner comme il peut le faire, alors qu'en face, tu as un bloc qui est ouvert, où tu as beaucoup d'espace. Non, là, c'était vraiment, la Croatie était fermée. Et il a essayé de dézoner et de décrocher, mais pour être utile. Et toutes ses prises de balles, quasiment, où tout était impactantes dans le sens du jeu. Et il avait très bonne imprécision. Donc son premier match est vraiment très, 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 très bon. Et sur le deuxième match, encore mieux, parce qu'il est impliqué sur les deux buts. Sur le premier but, il subit la faute pour le coup franc de Michael Olise. Michael Olise, il finit. Et le deuxième but, c'est lui qui est dans la combinaison, encore une fois avec Olise. Et je crois que c'est Olise qui doit la décaler pour Dembélé qui finit. Il s'est montré disponible. En plus, quand on a vu que c'était un peu plus compliqué sur les penalties, après le match, pendant le match, etc., c'était le premier à haranguer la foule, à consoler ses coéquipiers consoler, c'est un bien grand mot, mais qui a récompensé ses coéquipiers qui ont raté le penalty. Donc, ouais, c'était vraiment un leader aujourd'hui, ou plutôt cette trêve. Il avait à se rattraper, à se montrer. Malheureusement, il y a une terrible disette pour lui. Je crois que sur les 13 derniers matchs avec l'équipe de France, ça doit être seulement 3 buts. Il a du mal à stater, à scorer. Mais c'est pas pour occulter le fait que dans cette sélection et dans ce rassemblement, il a été très très bon. Peut-être le meilleur offensif qu'on a eu, honnêtement, parce qu'il a été assez impactant, même si ça manque quand même un petit peu de stats. Donc maintenant, direction demi-finale de la Champions League contre l'Espagne. Ça va être un match tout autre, ça va être un match vraiment compliqué, fin ou début juin. On va du coup terminer cette vidéo avec les Brésiliens, avec Vini, Rodrigo et Hendrix qui ont joué les qualifications de la Coupe du Monde côté Amérique avec un match pardon, contre la Colombie qui s'est soldé sur une victoire 2-1, où Vini est omniprésent, où Vini gratte un penalty que transforme Rafinha, et il donne le but du Brésil à la 96e minute pour une frappe incroyable, même si elle est déviée. 7 frappes, 4 de Vini, enfin 7 frappes cadrées pour le Brésil, 4 de Vini. Il a essayé de se procurer un maximum d'occasions, a été très percutant, très impactant. Et c'est pour moi le MVP du premier match parce qu'il est sur les deux buts et parce qu'il a pas pris le ballon pour le penalty, il a laissé à Rafinha. Rafinha marque, il marque le but à la fin. Un superbe match pour le match aller. On a Rodrigo qui a joué 80 minutes dans le premier match, était un petit peu plus invisible, a essayé de beaucoup dézonner, se trouvait un peu à gauche, à droite. Il a touché une quarantaine de ballons, un dribble réussi de le remporter. C'est pas du tout un bon retournement pour Rodrigo, j'en parlerai après, mais c'est vraiment pas bon. Dans le deuxième match contre l'Argentine, c'est une défaite 4-1. Rafinha a trop parlé, il a pris le karma. Mais Vini a été le meilleur offensif pour moi du côté du Brésil, encore une fois, pour le deuxième match. En première mi-temps, en tout cas, parce qu'en deuxième mi-temps, il était invisible. En première mi-temps, 6 dribbles réussis. En première mi-temps, hein, sur 6 duels gagnés sur 6. Et c'est le seul offensif du Brésil qui a été dangereux, qui a été remuant, qui a essayé de dribbler, d'impacter, de créer du danger, mais malheureusement pas du tout suivi. Vraiment une équipe du Brésil qui est soporifique, honnêtement. Et en deuxième mi-temps, il s'est un petit peu plus éteint. Il n'a quasiment, si ce n'est plus du tout fait de différence, parce qu'il avait du mal avec tous les offensifs du Brésil. J'ai envie de parler, c'est collectif. Là, le Brésil est vraiment dans une crise. On va peut-être faire une vidéo sur le Brésil parce que
Mais c'est pas ce que j'ai l'habitude de faire parce que là, le Brésil est vraiment dans un contexte qui est vraiment très très spécial pour ce match retour contre l'Argentine qui a vraiment pas du tout été bon à l'image d'un Rodrigo sorti à la mi-temps de ce match, complètement invisible. Il ne doit même pas toucher une vingtaine de ballons. Il fait rien du tout. Rodrigo m'a déçu lors de ce match, vraiment. Je ne vais pas lui tomber dessus parce qu'honnêtement, il n'a pas du tout aidé parce qu'en face, tu avais une équipe d'Argentine qui avait le sang à la bouche, qui avait les crocs, qui a été une équipe bien plus structurée et qui était plus une équipe que le Brésil l'est parce que le Brésil n'est pas une équipe, honnêtement. Je ne sais pas ce que sont, c'est des charlatans. Mais le match qu'ils ont proposé, c'est une réelle honte pour le Brésil, même si le coach, je ne me rappelle plus du nom du coach, mais le coach, il a quand même des éléments sous la main pour mettre une meilleure équipe. Et ce qu'il a fait, et je pense que ce qu'il a fait, en défense, il fait changer 2 joueurs par rapport au match aller. Au milieu de terrain, pareil, je crois il incorpore, je sais plus, il incorpore qui, mais je ne sais pas s'il incorpore, pas Guimarães, mais il incorpore un joueur, un milieu de terrain, je ne me rappelle plus son prénom, mais c'est un mec qui est connu hein, dans les 5 ans championnat majeur, il joue, mais enfin, je sais pas s'il a trouvé son réel 11. Je pense qu'il n'a pas pris ce match pour un match de test, parce qu'un classico comme ça, c'est pas un match de test, c'est l'équipe que tu dois jamais perdre. Là, c'est ton Real Barça, c'est une équipe que tu dois jamais perdre. Et tu fais tourner, tu as du mal à trouver ton 11, donc ouais, c'est vraiment un tout côté Brésil, c'est un manque de qualité défensivement, c'est un gardien, enfin bref, je pense que je pourrais faire une vidéo entière sur ce match tellement ça a été mauvais, en plus je l'ai vu en entier, ça a été n'importe quoi. Hendrix pour finir, il a pas joué le premier match, il a joué la deuxième mi-temps, il a joué les 45 dernières minutes et rentre dans un contexte méga difficile. Tu as une équipe qui derrière toi ne pousse pas, est mauvaise. Alors qu'en plus tu reviens par Matheus Cunha qui récupère le ballon. Mais c'était Hendrix, c'était offensivement, il a apporté du tonus, il a essayé d'être remuant, mais derrière, il n'y a personne pour lui donner des ballons, personne pour jouer avec lui. Il est vraiment laissé parce que les offensifs du Brésil ont mis beaucoup d'impact, ont essayé de mettre beaucoup de courses défensives, mais à chaque fois, le pressing était battu par les joueurs argentins. Et il a eu seulement eu 10 ballons négociés, Hendrix, et honnêtement, ça a été. Je vais pas dire que c'était compliqué parce qu'il joue que 45 minutes. C'est dommage qu'Hendrix et Arda n'ont pas pu jouer. Ils ont joué. Arda joue 60 minutes, Hendrix 45 minutes au final. S'ils les ont joué quasiment comme quoi avec le Real Madrid. Donc c'est dommage, j'aurais aimé les voir beaucoup plus jouer parce que c'est un contexte qui est différent. Et là, t'as pas Ancelotti pour te mettre sur le banc à tous les matchs et tout le temps alors que tu gagnes 3-0. Enfin bref, je te remercie pour cette vidéo. Au global, un rassemblement qui est plutôt positif parce qu'on s'en sort sans blessés, sans réelles mauvaises nouvelles notables. Donc c'est un bon rassemblement pour moi avec des joueurs qui sont impactés, qui sont illustrés comme Tchouaméni, comme Modric, comme Brahim Diaz, comme Mbappé, qui ont pris de la confiance aussi. Donc ouais, c'est un bon rassemblement au global. Donc voilà les mecs, n'hésitez pas à vous abonner, à un cœur partagé, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Évidemment samedi, débrief de Real Madrid, Leganés pour un match méga important en Liga.